À la une de ce journal, demain du vérificateur général, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, reçoit le rapport 2021 du bureau du vérificateur général. Il ressort du rapport 33 missions effectuées. Elles ont concerné les services centraux, les organismes personnalisés, les collectivités territoriales, la politique publique ainsi que la gestion des fonds Covid. Le médiateur de la CEDEAO pour le Mali apprécie les efforts consentis par le gouvernement dans le processus de la transition. Goodluck Jonathan à Bamako avant le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO prévu le 10 mars à Abuja a rencontré le comité technique de suivi du chronogramme des réformes politiques et électorales et le président de la transition. Ouverture ce mardi ici à Bamako des travaux du premier forum de la recherche et de la prospective. La rencontre regroupe les structures et acteurs impliqués dans la recherche. L'actualité, c'est aussi la conférence annuelle de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. C'est la région, bien sûr, de Ségou qui abrite les travaux. Au menu de cette rencontre, le bilan des activités menées. Déjà, on retient parmi les acquis de la réalisation de la nouvelle maison d'arrêt de Kinyoroba pour un investissement de plus de 11 milliards de francs CFA. Merci de rester fidèle au programme de votre télévision nationale. Le médiateur de la CEDEAO pour le Mali apprécie les efforts consentis par le gouvernement dans le processus de la transition. Goodluck Jonathan a notamment eu une séance de travail avec le comité technique de suivi du chronogramme des réformes politiques et électorales avant de rencontrer le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le dossier Mali sera au menu du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO prévu dimanche à Abuja. Donc le compte-rendu de ces deux rencontres au cours de ce journal. Le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a reçu aujourd'hui le rapport 2021 du bureau du vérificateur général. Il ressort du rapport 33 missions effectuées. Elles ont concerné les services centraux, les organismes personnalisés, les collectivités territoriales, la politique publique ainsi que la gestion des fonds Covid. Le Premier ministre par intérim, le président du CNT, les membres du gouvernement et l'auditeur général du Rwanda préparent cette cérémonie de remise solennelle. Pérou. Bureau du vérificateur général, une des boussoles de l'État. Le vérificateur général remet une copie du rapport annuel au président de la transition avant diffusion. Au compte de l'année 2021, le bureau a effectué 33 missions de contrôle. Elles concernent les domaines de la santé, des transports, de l'éducation, de la décentralisation, de l'énergie et de l'eau, des mines, du développement rural, des technologies de l'information et de la communication. Ces missions se répartissent en 20 vérifications financières et de conformité, 4 vérifications de performance, 8 vérifications de suivi des recommandations et une évaluation des politiques publiques. La gestion des secteurs concernés et les irrégularités dénoncées provoquent le malaise. Les 20 missions de vérification financière et de conformité ont mis en relief les faiblesses concernant la gestion administrative et financière des administrations publiques et des collectivités. En 2021, le bureau a transmis 18 dossiers au président de la section des comptes de la Cour suprême, dénoncé 22 dossiers au procureur de la République, des tribunaux de grande instance. Des exemplaires des 22 dossiers ont été transmis au directeur général du contentieux de l'État pour suivi et défense des intérêts de l'État. À propos des vérifications des performances, de nombreux acteurs de la gouvernance n'assument pas pleinement leur rôle et responsabilités. Une situation qui porte atteinte aux résultats escomptés. Les 4 missions de vérification de performance ont relevé des déficiences, non seulement dans le pilotage stratégique, mais aussi dans la gestion opérationnelle des structures contrôlées. Toute chose qui a entamé l'efficacité, l'économie et l'efficience des activités des structures concernées. S'agissant du suivi de la mise en œuvre de recommandations, elles ont porté sur les vérifications réalisées en 2017 et 2019. Ces missions totalisent 122 recommandations sur lesquelles 25 sont non applicables. Ainsi, l'évaluation des 97 recommandations applicables ont donné les résultats ci-après. 51 entièrement mises en œuvre, soit 52%, 24 partiellement mises en œuvre, soit 25%, 22 non mises en œuvre, soit 23%.
En plus de ces vérifications, le bureau a conduit pour la deuxième fois consécutive une évaluation des politiques publiques de la composante 3 du programme de développement socio-sanitaire. À l'analyse, les systèmes de santé semblent mieux répondre aux besoins des femmes et des enfants. De 50 en 2020, les saisines reçues par le bureau du vérificateur sont passées à 64 en 2021. 23 ont fait l'objet de programmation de missions de vérification. 5 ont été classés. 36 sont en cours de traitement. 36 saisines en cours de traitement, le vérificateur général et le président de la transition sont en phase dans la lutte contre la corruption. Au regard de l'aspiration du peuple malien à plus de bonnes pratiques et de gestion efficiente au sein de nos structures et services publics, la présente cérémonie constitue un tournant décisif dans les vastes chantiers de la lutte contre la corruption et autres pratiques connexes. La lutte contre la corruption et la délinquance financière fait partie des priorités des autorités de la transition. Vous comprendrez alors tout l'intérêt pour moi de recevoir ces rapports et de l'exploiter à souhait pour que des actions décisives puissent être entamées dans le cadre de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. Corruption, délinquance économique et financière, pas de place pour l'échec, promet le président de la transition. S'agissant des sanctions administratives et disciplinaires, il convient de noter que ce sont les illégalités administratives qui font l'objet de vérifications, de suivi, de mise en œuvre par le bureau du vérificateur général, et lesquelles doivent être sanctionnées par les autorités habilitées afin d'induire un comportement et des attitudes professionnelles exemplaires au sein des services publics. Cette corrélation entre faute et sanctions est un défi important de notre administration publique. Face au devenir de notre pays, nous ne devons aucunement envisager d'échec. Bien au contraire, car chacun doit faire l'effort d'intégrer ce cheminement salvateur et se conduire avec intégrité lorsqu'il est appelé à la gestion publique. Ce document de 242 pages tire la sonnette d'alarme. Il couvre l'ensemble des orientations du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. C'est le premier niveau d'enquête ainsi ouverte pour les juridictions compétentes en attendant les rapports sectoriels beaucoup plus chiffrés. En marge de la cérémonie de remise du rapport du bureau du vérificateur général au compte de l'année 2021, le président de la transition, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a accordé une audience à l'auditeur général du Rwanda, Alexis Kamere, a eu des échanges fructueux avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Nous l'écoutons au micro de Garibou Pérou. Le président nous a reçus, on a discuté sur différents sujets de coopération entre nos deux pays, surtout en ce qui concerne la gestion des biens publics. Nous sommes aussi ici pour participer dans la remise des rapports du vérificateur général du Mali. En fait, les similitudes, c'est la façon dont nous faisons notre tâche. Le travail d'audit, c'est un travail qui est basé sur les normes internationales. Donc, nous avons beaucoup de similitudes dans ce que nous faisons, mais aussi il y a des différences que nous devons apprendre, que j'ai appris moi-même ici et que le monsieur le vérificateur général aussi doit apprendre de chez nous. Donc, il y a beaucoup de points qui sont similaires et d'autres points qui, je dirais, qui sont différents. C'est un partage d'expérience qui a déjà commencé en 2018 et que je pense que ça va continuer. L'année prochaine, j'aurai l'occasion de recevoir le monsieur le vérificateur général, toujours dans le même cadre de partage d'expérience. Je vous l'annonçais dans les titres. Le médiateur de la CEDEAO pour le Mali apprécie les efforts consentis par le gouvernement dans le processus de la transition. Goodluck Jonathan a notamment eu une séance de travail avec le comité technique de suivi du chronogramme des réformes politiques et électorales avant de rencontrer le président de la transition. Le dossier Mali sera au menu du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO prévu le dimanche à Abuja. Ibrahim Traoré.
Le médiateur de la CEDEAO à Bamako pour évaluer le processus de transition au Mali, Goodluck Jonathan, et sa délégation rencontrent d'abord le comité technique de suivi du chronogramme des réformes politiques et électorales. À sa tête, le ministre en charge de l'administration territoriale, Premier ministre par intérim, se félicite des efforts du gouvernement dans les réformes en cours. Il cite la remise au chef de l'État de l'avant-projet de la nouvelle constitution du Mali, l'installation de l'EJ, autorité indépendante de gestion des élections, et l'adoption d'une nouvelle loi électorale, des avancées majeures qui visent à refonder l'État conformément aux aspirations du peuple malien. Il faut rappeler que la dynamique enclenchée par le gouvernement est une traduction de la volonté du chef de l'État, président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, de réussir la mise en œuvre des réformes politiques majeures et l'organisation d'élections transparentes, crédibles, justes et apaisées, afin d'éviter les crises pré- ou post-électorales. Aussi, le gouvernement, dans la conduite des réformes politiques et électorales, s'inscrit en droite ligne dans les principes d'inclusivité, de co-construction et de transparence avec l'ensemble des acteurs. À titre d'illustration, 2 rencontres du cadre de concertation avec les partis politiques et les organisations de la société civile se sont tenues après la dernière réunion de notre comité de pilotage. Elles ont porté sur les modalités d'organisation de vote des réfugiés et des personnes déplacées internes le jeudi 13 octobre 2022 et le vendredi 21 octobre 2022, et les modalités de vote des éléments des forces de défense et de sécurité mobilisés pour la sécurisation du processus électoral le jeudi 3 novembre 2022. Le colonel Abdoulaye Maïga de rassurer que la dynamique sera maintenue pour consolider les acquis. Il a été mis en œuvre au niveau national un comité de pilotage du référendum et des élections le 12 septembre 2022. Ce comité est chargé d'assister le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation dans ses tâches de préparation technique et d'organisation matérielle des opérations électorales relatives à l'élection du président de la République, des députés à l'Assemblée nationale, des conseils des collectivités territoriales et au référendum. Il tient compte des attributions et de la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections. Il est composé de l'ensemble des structures impliquées dans l'organisation des élections et des partenaires techniques et financiers. Il est à signaler que ces activités concourent à la mise en œuvre cohérente et efficace du chronogramme du référendum des élections. Excellence, Monsieur le médiateur de la CEDEAO, s'agissant de notre commission de suivi des réformes politiques et électorales, le comité technique a conçu et proposé un outil informatisé de monitoring qui permet de mieux suivre les activités du chronogramme et du référendum, des élections et des réformes politiques et institutionnelles. La médiation de la CEDEAO apprécie les efforts consentis. Elle appelle le gouvernement à maintenir l'inclusivité et à signaler toute difficulté ou entrave dans le processus. S'il y a des difficultés, qu'on puisse les porter à notre connaissance pour que nous puissions discuter de ces difficultés-là. Nous voulons également saisir cette opportunité pour inviter le Premier ministre et les autres membres du gouvernement ici présents qu'il est important qu'il y ait un consensus politique entre le gouvernement et les autres parties prenantes, donc un consensus entre les différents partis politiques ou la classe politique. Goodluck Jonathan et sa délégation sont ensuite reçus par le président de la transition. Le même sujet est évoqué. Le médiateur de la CEDEAO réitère le soutien et l'accompagnement de l'organisation régionale au Mali. Je pense qu'il y a des progrès qui sont enregistrés. Ça et là, nous sommes d'avis avec les autorités, comme quoi ils ont fourni des efforts pour donc arriver à cette situation de progrès. Évidemment, il reste encore des domaines dans lesquels il faut mettre l'accent, il faut travailler d'arrache-pied davantage, mais nous sommes rassurés par ce que nous avons eu comme réponse de la part du gouvernement et de la part du président de la transition. Dimanche prochain, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se retrouvent à Abuja pour un sommet. Parmi les dossiers sur la table, la situation au Mali. Occasion pour Goodluck Jonathan de présenter les progrès réalisés. Les membres du Conseil national de transition CNT renforcent leurs capacités sur les thématiques de la décentralisation. C'est à la faveur d'un atelier de 2 jours avec les soutiens financiers de l'Association pour le développement du Sahel, la Direction nationale des collectivités territoriales et la MINUSMA. Mamadou Fane.
Le processus de la décentralisation est opérationnel au Mali depuis 1999. Cependant, les thématiques qui sous-tendent cette organisation territoriale de l'État connaissent quelques difficultés, d'où cet atelier de renforcement des capacités des membres du CNT. Ainsi, la politique nationale de la décentralisation, les collectivités territoriales et le concept de la régionalisation dans le cadre de la décentralisation seront au cœur des 2 jours de travaux. Les échanges autour de ces thèmes nous permettront sans doute de mieux percevoir les interrelations entre la décentralisation, la gouvernance, la paix, la sécurité et la stabilité. Mais surtout, ils nous permettront de nous interroger sur les rôles et les contributions que les collectivités territoriales peuvent apporter dans la prévention et la gestion des conflits. La politique nationale de décentralisation est une politique publique portée par le gouvernement qui tend à rapprocher davantage les populations de l'administration. La tenue de cet atelier, qui est un cadre d'échange, qui permet au gouvernement de partager, de mieux vous approprier cette politique publique. Il s'agit donc d'amener les membres du CNT à une réflexion sur les dynamiques régionales en matière de gouvernance, de décentralisation et leurs conséquences sur le processus de stabilisation du Mali. Je demeure convaincu que cet atelier permettra à chaque acteur d'avoir une bonne compréhension partagée et harmonieuse de l'arsenal juridique qui régit les politiques de décentralisation et l'organisation administrative de notre pays. J'ose espérer que la présente session contribuera à renforcer vos capacités en vue de travailler à la prise en compte des préoccupations des populations. Cette formation contribuera à améliorer les connaissances des membres du CNT sur la décentralisation et va aussi faciliter la maîtrise des textes avant leur vote. À présent, ce communiqué, le président du Conseil national de transition informant les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'octobre 2022 en cours, une séance plénière se tiendra le jeudi 1er décembre 2022 et jour suivant. L'ordre du jour porte sur les points suivants. 1. Adoption du procès verbal. 2. Délibération sur le projet de loi portant loi de finances pour l'exercice 2023. 3. Communication. Les travaux débuteront à partir de 9h dans la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international de conférences de Bamako. Dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Ouverture ce mardi ici à Bamako des travaux du premier forum de la recherche et de la prospective. La rencontre regroupe des structures et acteurs impliqués dans la recherche. Elle vise à instituer le cadre formel du Forum national de la recherche et la prospective au Mali et mettre en place ces organes. Nohom Sissoko. En 2021, plusieurs rencontres se sont penchées sur la recherche et la prospective, dont le séminaire organisé par le CES, Centre d'études stratégiques du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Ces rencontres ont établi que les institutions de recherche et de prospective, intervenant dans des domaines variés, travaillent le plus souvent de façon isolée, d'où l'idée de les regrouper au sein de réseaux et de groupes de réflexion dans le but de créer la synergie d'action entre ces différentes structures de recherche. C'est l'occasion pour nous de mettre à contribution vos compétences avérées, chacun dans son domaine, pour pouvoir avancer dans le cadre de la mise en application à travers une planification bien maîtrisée des relevés de conclusion de la première rencontre. Nous sommes disposés à vous accompagner et partager nos expertises et nos expériences avec nos partenaires comme les centres d'études stratégiques du Mali et constater que le processus que nous avons démarré se poursuit et permettra, j'en suis convaincu, de vous renforcer mutuellement. La rencontre doit mener la réflexion autour du cadre de soutien à la promotion de la recherche
et de la prospective, notamment par le renforcement des structures, la diversification des sources de financement. Pour nous, le forum, au-delà de parler de l'importance de la recherche, au-delà de parler des difficultés de la recherche dans le financement, doit pouvoir aussi être un espace où on va trouver des solutions du financement autonome de la recherche. Convaincu de l'apport intellectuel dans la prévention et la résolution des crises multidimensionnelles qui posent de véritables défis au développement, le gouvernement fonde un espoir objectif sur les conclusions qui sanctionneront vos travaux. Ce forum de 2 jours regroupe une centaine de participants venant d'institutions de recherche et de prospective publiques, privées et de la société civile. 47e session de la réunion du comité de suivi de l'accord de Bamako issu des pourparlers d'Alger. Le président du comité de suivi a rendu hommage aux parties maliennes pour les efforts déployés dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Suivons un extrait du discours introductif du président du comité de suivi de l'accord, propos recueillis par Alousseni Touré. Il me plaît de saisir cette occasion pour exprimer à chacun de vous mes sincères remerciements pour votre disponibilité et surtout la manière de nous accompagner et d'accompagner nos frères maliens dans la recherche et la promotion des facteurs susceptibles de renforcer durablement la paix, la réconciliation, la sécurité, l'unité et le développement du Mali. L'ordre du jour de cette 47e session atteste de la qualité des échanges que nous allons avoir au cours de nos travaux et de l'importance des décisions qui seront prises. Des éléments d'information qui nous seront livrés par le représentant du gouvernement malien sur l'état de mise en œuvre des 4 volets de l'accord et les contributions des représentants des mouvements sont, je crois, de nature à nous permettre d'être optimistes quant à l'issue prometteuse et heureuse de cette réunion. La communication, les échanges qui vont se porter sur les questions de l'ordre du jour seront l'occasion de faire un état des lieux sur les réformes politiques et institutionnelles liées à la mise en œuvre de l'accord, également sur les processus DDR, intégration, réinsertion socio-économique par le biais d'opérationnalisation de la commission ad hoc, le lancement des 16 projets de développement et enfin le 4e volet, le processus de création de l'organe appelé à succéder à la commission Vérité, Justice et Réconciliation et la mise en place des mécanismes qui vont remplacer cette commission. La gendarmerie nationale, à travers l'une de ses unités d'élite, bénéficie de 2 véhicules militaires blindés de fabrication espagnole. Ces engins en sont offerts par le gouvernement américain à travers son programme de partenariat d'assistance contre le terrorisme. Aridji Martina a assisté à la cérémonie de réception des 2 véhicules. Suivant. Les États-Unis viennent d'offrir 2 véhicules blindés de transport de troupes et 5 palettes d'équipements contenant des pièces détachées au groupe spécial d'intervention de la gendarmerie GSJN, une unité d'élite de la gendarmerie nationale spécialisée dans les missions dangereuses demandant un savoir-faire particulier. Le matériel est une donation du programme américain de partenariat d'assistance contre le terrorisme, un projet qui donne des formations ainsi que des équipements antiterroristes du gouvernement américain aux forces de l'ordre à travers le monde. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est démontrer l'engagement des États-Unis à aider le Mali dans plusieurs secteurs, notamment le secteur de la sécurité. Et l'objectif, c'est de voir le Mali diriger sa propre sécurité. L'engin appelé Vamtac est un véhicule militaire blindé de fabrication espagnole qui a déjà montré son efficacité sur plusieurs théâtres d'opération à travers le monde. Il aidera ainsi les éléments du groupe spécial d'intervention de la gendarmerie nationale dans leur mission sur le terrain. Ce programme date de 2017 et a été concret parce que les réalisations effectuées au profit de la gendarmerie nationale à travers le GSJN montrent l'appui en matière de formation, les équipements, les infrastructures et le mentorat. Tous ces choix ont été opérés de manière consensuelle et concertée.
Les 2 engins blindés, selon le commandement, seront mis à la disposition des équipes déployées dans le centre du Mali afin de leur permettre de mener efficacement des arrestations et des patrouilles dans leur zone d'opération. Une délégation de l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption du Burkina Faso séjourne au Mali. Ce matin, cette entité burkinabé a signé un protocole de coopération avec l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite du Mali. Alpha Maïga. Dans ces locaux, burkinabés et maliens autour de la même table, des signatures, puis ils échangent des documents. Toute une synergie, un symbole d'unité entre les 2 pays. Le phénomène d'enrichissement illicite, sujet principal au centre des échanges. L'OCLEI est chargé de mettre en œuvre l'ensemble des mesures envisagées au niveau national et au niveau international. Cela inclut mécaniquement la coopération internationale qui est une dimension extrêmement importante de la lutte contre la corruption. La SCE est ravie de cette signature de convention qui est le symbole de la bonne synergie qui existe entre mon pays, le Burkina Faso, et mon pays, le Mali. Nos 2 États sont des États qui sont unis depuis l'origine, ont les mêmes réalités socio-économiques. Nos 2 chefs d'État sont en bonne synergie. Ils sont dans une dynamique de retour à nos valeurs. L'autorité supérieure de contrôle d'État du Burkina Faso et l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au Mali s'engagent ainsi contre un fléau dans la zone. La guérison n'est jamais complète. Pour qui sait que l'enrichissement illicite prend de plus en plus une proportion honteusement illicite. Dans le même domaine, la stratégie nationale de lutte contre la corruption en passe d'être validée. Un atelier est en cours ici à Bamako pour réfléchir sur la question qui est nécessaire pour les Maliens. Abdul Karim Kaba. Affaiblir l'État et fragiliser la confiance des populations aux institutions de la République sont autant d'effets néfastes de la corruption. Pour donc lutter efficacement contre ces fléaux, il faut l'instauration d'une bonne gouvernance avec comme soubassement des documents solides. D'où la motivation de cette session de validation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Les résultats obtenus tant en matière de contrôle, de vérification, de déclaration de patrimoine des assujettis que de répression de la fraude et de la corruption et de sensibilisation des populations sont plus qu'encourageants. Cependant, ces avancées significatives ne doivent guère nous faire perdre de vue l'immensité de la tâche qui nous attend. Pour venir à bout de la corruption dans leur démarche, les autorités peuvent compter sur l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. C'est donc un privilège pour le système des Nations Unies d'appuyer le ministère en charge de la refondation de l'État et aussi le comité de pilotage dans ce processus important d'élaboration et de validation de cette stratégie de lutte contre la corruption qui arrive aujourd'hui dans une phase finale. La lutte contre ce fléau nous concerne tous. Notre engagement au programme Prosmet, mis en œuvre par le PNUD, la MINUSMA et l'ONU-FEM, s'inscrit dans l'opérationnalisation de la stratégie pluriannuelle des Pays-Bas pour la région du Sahel et du Mali. La présente rencontre vise donc à finaliser et valider ce document fruit d'un long travail de réflexion et d'échange. Avec cette stratégie nationale de lutte contre la corruption, les autorités du pays veulent cultiver l'esprit patriotique chez les Maliens pour mener à bon port la gouvernance. Ségou abrite depuis hier la conférence annuelle de l'administration pénitentiaire et l'éducation surveillée. Au menu de cette rencontre, le bilan des activités menées. Parmi les acquis, on note la réalisation de la nouvelle maison d'arrêt de Kienroba pour un investissement de plus de 11 milliards de francs CFA sur le budget national. Kandesila. Cette 6e conférence annuelle de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, édition 2022, se tient dans un contexte de renouveau pour l'APS. Renouveau au regard du bilan présenté. Nous avons pu prioritairement procéder à la réception de la nouvelle maison d'arrêt de Bamako délocalisée à Kienroba
qui fait une fierté nationale parce que c'est un financement sur notre budget national d'environ 11 milliards de francs CFA. Mais je voudrais surtout mettre l'accent sur l'informatisation de nos fichiers. Très facilement, nous pouvons retracer la situation carcérale en un clic de tous les détenus sur le territoire national. Aussi, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a pris bonne note des préoccupations soulevées. Préoccupations relatives, entre autres, à l'érection de la direction nationale en direction générale et la création de l'école nationale de l'administration pénitentiaire. Il faut dire que c'est un bilan vraiment élogieux. Au-delà de la surveillance des détenus qui sont à ce niveau, il y a la réinsertion qui occupe une place centrale. Il y a eu des activités de formation qui ont été menées et des activités de rénovation des maisons d'arrêt, des centres de haute sécurité ont été réalisés. Et surtout le respect des droits de l'homme à travers l'élaboration du manuel. En termes de difficultés, il faut dire que la surpopulation carcérale continue d'être un défi immense pour l'ensemble de nos maisons d'arrêt. Et le gouvernement restera attentif aux différentes doléances, aux différentes préoccupations qui ont été soulevées. Nous prendrons toutes les dispositions afin que notre administration pénitentiaire, qui est citée en exemple dans la sous-région, puisse garder ses rangs, se renforcer et s'améliorer. Le ministre Kassogué a mis son séjour à profit pour s'enquérir des conditions d'incarcération à la maison d'arrêt de Ségou et les conditions de travail au niveau du tribunal de grande instance de Ségou. Le 28 novembre 2022, la République islamique de Mauritanie a célébré le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. Cette date a été marquée ici à Bamako par une réception organisée par l'ambassade de la Mauritanie au Mali. Bemba Sibi revient sur cette réception. Voilà une image qui reflète les relations séculaires d'amitié et de fraternité entre le Mali et la Mauritanie, des liens qui se sont consolidés ces dernières années avec la volonté des chefs d'État des deux pays et magnifiés ici à la faveur de cette réception pour la célébration de la fête de l'indépendance de la Mauritanie. Les relations entre nos deux pays qui partagent une frontière commune de plus de 2300 km sont anciennes, diverses et multiformes. Ces relations touchent désormais pratiquement tous les domaines sous l'impulsion de nos deux chefs d'État, son Excellence Mohamed Cheikh Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, et son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. Ainsi, nos relations connaissent un essor remarquable dans tous les domaines, en particulier ceux de l'énergie, des mines, du transport aérien et terrestre, du commerce. Cela à travers la mutualisation des moyens des deux pays dans tous les domaines, plus particulièrement les secteurs de la sécurité et de l'économie. C'est pourquoi le chef de la diplomatie malienne, en prenant la parole, a souligné que de bonnes relations entre États n'aboutiront à rien sans une relation commerciale forte entre les peuples. Aujourd'hui, nous souhaitons qu'il y ait aussi plus de relations économiques entre les deux pays. Je salue ici aussi la présence de beaucoup d'opérateurs économiques mauritaniens qui sont ici, qui travaillent au Mali. Et nous devons désormais essayer de travailler ensemble pour essayer davantage de renforcer nos relations d'amitié et de coopération. C'est juste pour vous dire que nous, Maliens, nous apprécions beaucoup cela. Mais les relations politiques doivent aussi être assises sur des relations économiques et humaines entre nos pays. Ceci devra consolider davantage les liens économiques et sociaux entre le Mali et la Mauritanie. Pour ce faire, les deux pays fondent l'espoir sur les travaux de la prochaine session de la commission mixte Mali-Mauritanie prévue en janvier 2023. Une session qui permettra de dessiner les nouveaux jalons de la coopération mauritano-malienne. Lancement ici à Bamako par le ministre du Développement rural de la première édition des Journées du Poisson, une initiative de la plateforme des acteurs non étatiques de la pêche et de l'aquaculture du Mali. Boubacar Bablentouré. Le Mali est le troisième pays producteur de poissons d'eau douce en Afrique après le Kenya et l'Ouganda. Chaque année, ce sont plus de 110 000 tonnes de poissons qui sont pêchées et 8 000 tonnes sont fournies par les pisciculteurs. La filière contribue dans le PIB de notre pays à hauteur de 3,9%. Des atouts qui nécessitent la valorisation de la filière, d'où cette première édition des Journées du Poisson. Ces Journées nationales du Poisson au Mali, placées sous la haute présidence de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, visent à inciter les plus hautes autorités et les partenaires techniques et financiers à s'investir davantage pour le développement de la promotion du sous-secteur. Le sous-secteur de la pêche emploie
en amont et en aval, 500 000 à 1 million de personnes. Ce sous-secteur a bénéficié d'investissements assez importants de l'État et de ses partenaires, débarcadères, marché central à poissons, aménagement des étangs piscicoles, subventions de cages flottantes et d'intrants poissons au cours des 10 dernières années. Selon les statistiques, le besoin national en poissons est couvert à hauteur de 56% par les producteurs. Et l'État entend investir pour que le secteur contribue davantage à la sécurité alimentaire du pays. Des lueurs d'espoir apparaissent à l'horizon pour le développement durable des ressources halieutiques avec le changement des pratiques et de comportement des pêcheurs, grâce à l'établissement de conventions de pêche locales, sous-régionales et régionales, à l'empoisonnement des lacs, des mares et étangs collectifs et à l'introduction de méthodes innovantes de pêche et de pisciculture. Ces efforts restent soutenus et complétés par l'État à travers l'organisation des acteurs, les aides en équipement et en intrants de pêche subventionnés, la promotion de la pisciculture. Ces journées qui durent 3 jours seront marquées par plusieurs activités, entre autres des conférences-débats, une soirée culturelle et une foire d'exposition. Une exposition qui a permis au ministre de tutelle de voir des poissons qui pèsent environ 30 kilos. Il a aussi constaté le savoir-faire des acteurs à travers des étangs piscicoles, des poissons fumés et même des aquariums. La dégradation avancée de la forêt, la question était au menu d'une conférence de débat initiée par la délégation de l'Union européenne au Mali en partenariat avec la Direction nationale des eaux et forêts. La cérémonie d'ouverture de cette conférence qui entre dans le cadre de la semaine diplomatique dédiée à l'environnement et au changement climatique était présidée par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Jules Sambou-Sissoko. Au Mali, le bois énergie, sous forme brute ou sous forme de charbon, est la première source énergétique des populations. La demande croissante des grandes villes fait peser sur les ressources naturelles une pression de plus en plus forte, avec de graves conséquences sur leur durabilité. En termes de chiffres, 12 millions de tonnes de bois sont consommées par an, sans action conséquente de reconstitution de la forêt. Cela explique bien l'idée et le sens de cette conférence débat sur la problématique du bois énergie au Mali. C'est dans le cadre de la Semaine européenne de la diplomatie climatique. S'appuyant sur sa propre expérience, l'Union européenne préconise que la transition énergétique et écologique aille de pair avec le développement économique, la création d'emplois, la sécurité alimentaire, la protection de la biodiversité et de la santé publique et offre de nombreuses possibilités de développement durable et de croissance. Pour inverser la tendance, le changement de comportement et la plantation de masse doivent être la contribution commune au Mali. Résoudre le problème de la déforestation et de la dégradation est une condition préalable à toute réponse efficace au changement climatique, au même titre que les actions menées dans d'autres secteurs tels que l'énergie, les transports et l'agriculture. Au terme de cette journée d'échange et de partage, une synthèse assortie de recommandations sera élaborée et remise aux décideurs du Mali. Rencontre nationale de réflexion sur l'amélioration de l'efficacité de la réponse à l'insécurité alimentaire. Il s'agit de passer en revue et analyser les composantes et mécanismes actuels de formation et de mise en œuvre de la réponse à l'insécurité alimentaire. Fanta Mamanyantao. Pour trouver des solutions aux contraintes de la nutrition, le commissariat à la sécurité alimentaire a pris l'initiative de réunir les principaux acteurs du secteur afin d'apporter, à partir d'un diagnostic contextuel, des résolutions et recommandations appropriées pour améliorer l'efficacité de la réponse nationale à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il s'agira de faire de la présente tribune un espace d'échange et d'analyse approfondie autour des problèmes récurrents en vue de dégager des mesures plus opérantes qui répondent au mieux aux besoins des communautés vulnérables par le biais de l'innovation et de l'adaptation. C'est dans ce cadre que je vous demande de mettre à profit ces 3 jours de travaux et de réflexion intenses pour qu'ensemble nous trouvions des solutions les mieux adaptées pour assister les communautés vulnérables et renforcer leur potentiel de résilience. La coopération suisse reconnaît que le Mali a consenti de nombreux efforts sur l'affaire de sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Le pays en question est résolument engagé aussi aux côtés du Mali pour réagir dans l'urgence à combattre l'insécurité alimentaire. Pour la Suisse, la sécurité alimentaire, c'est une grande priorité. Et puis, on est engagé à côté du Mali dans ça. Pour nous, c'est vraiment l'importance, c'est la résilience. C'est pour pas tomber toujours dans l'urgence, mais c'est vraiment la résilience à la fois des institutions et des populations face à l'insécurité alimentaire. Cette rencontre de 3 jours va permettre aux acteurs du secteur d'identifier les contraintes qui entravent le bon fonctionnement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali, afin de les analyser et de déboucher sur des axes d'amélioration. 6 milliards 500 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe qui va débloquer le projet d'appui à la réinsertion socio-économique des populations du Nord pour la mise en œuvre de ces activités. C'est ce qui ressort du plan de travail et de la prévision budgétaire de l'exercice 2023. L'annonce a été faite au cours de la 2e session de son comité de pilotage tenu ici à Bamako. Batraoré. Le projet d'appui au développement de l'élevage au Mali, PADEL-M, et le PRAPS 2, projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, ont en commun la promotion de l'élevage au Mali. Après avoir évolué en 2022 dans un contexte difficile suite à la crise sanitaire, les 2 programmes entendent se relancer en 2023 à travers plusieurs activités. Dans le cadre de ces 2 projets, nous allons quand même poursuivre avec l'appui à l'éradication de la peste des petits ruminants, mais aussi au contrôle de plusieurs maladies animales prioritaires. Nous allons appuyer des activités d'amélioration génétique avec l'acquisition des semences, des synchronisants. Nous allons poursuivre avec le transfert des technologies à travers la mise en place des plateformes. Et nous allons poursuivre avec le renforcement des capacités non seulement des producteurs, mais aussi des services techniques. Pour l'exécution correcte de ce plan de travail pour l'année 2023, les 2 projets de À ouverture hier ici à Bamako des travaux de l'atelier national de restitution des résultats du projet de renforcement des systèmes de surveillance mondiaux et nationaux de la résistance aux antimicrobiens au Mali. Cette rencontre d'une seule journée est organisée par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Elle regroupe les partenaires techniques et financiers et les acteurs de la santé. Sorana Kamisogo. Démarré en 2018, le projet de renforcement des systèmes de surveillance mondiaux et nationaux de la résistance aux antimicrobiens (ARAM) tire vers sa fin. Occasion pour les responsables du projet de réfléchir sur les activités menées qui ont concerné 5 sites de surveillance, à savoir le CHU du Point G, le centre hospitalier mère-enfant le Luxembourg, des hôpitaux régionaux de Ségou et de Sikasso et le centre de santé de référence de Koutchala. Plusieurs acquis ont été enregistrés au cours de la mise en œuvre du projet KOICA au Mali, à savoir la contribution du pays à la lutte mondiale contre la résistance aux antimicrobiens en transmettant chaque année les données de surveillance, la mise en place d'un système de gestion des données sur la résistance aux antimicrobiens dans chaque site, la mise en place d'un programme d'assurance qualité. Au regard de ces résultats, nous devons donc prendre des mesures urgentes. Le projet a été entièrement financé par l'Agence coréenne de coopération internationale KOICA pour une durée de 5 ans. Cet appui de la République de Corée est versé au Fonds mondial pour l'éradication des maladies qui est utilisé pour le traitement et la prévention des maladies infectieuses dans nos pays partenaires. Il contribue à la réalisation de l'objectif de développement durable. La résistance antimicrobienne demeure un problème de santé publique dans tous les pays, y compris le Mali, d'où cet appel du représentant du ministre de la Santé. Le projet KOICA prend fin courant 2022, mais la problématique de la résistance aux antimicrobiens demeure toujours. À cet effet, j'exhorte tous les acteurs nationaux à redoubler d'efforts pour consolider les acquis
dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Etienne Koulibaly a également invité les partenaires à étendre la surveillance dans les autres secteurs comme la santé animale, l'environnement et l'agriculture. Visite du président du conseil d'administration de l'ASEM à l'aéroport, président Modibo Keïta Senou, maître Jean-Claude Sidibé, est venu s'enquérir de la situation relative au traitement des bagages au niveau de cet aéroport de référence. Aloucéline Touré. Depuis quelque temps, les passagers à destination de Bamako se plaignent de lenteur dans le traitement des bagages. Une situation qui a décidé les autorités à essayer d'y voir plus clair. Les explications fournies par les responsables techniques mettent en lumière quelques défaillances techniques et matérielles. Lié au fait de l'utilisation d'un mode dégradé depuis 2 ans, dû à la non-fonctionnalité de certains équipements. Et nous essayons tant bien que mal, Aéroport du Mali et assistance aéroportière, de conjuguer nos efforts pour juguler ce problème. Mais le PCA peut user de son influence pour accélérer les procédures. Pour sa part, le président du conseil d'administration s'engage à tout mettre en œuvre pour apaiser une situation susceptible d'écorcher l'image de l'aéroport. Nous sommes là avec le directeur des aéroports, nous sommes là avec le directeur du ASAM et quelques administrateurs du ASAM pour voir tout ce qui se passe comme problème et voir les investissements qu'on doit faire, soit par ASAM, soit par les aéroports du Mali. C'est des problèmes surtout techniques, des problèmes liés à la conception même de l'aéroport, l'aérogare 2. Là, ce n'est pas des choses qu'on peut changer, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut relier l'aérogare 1 à l'aérogare 2, ce qui va aménuiser le problème de bagages. ASAM et Aéroports du Mali œuvrent quotidiennement et en partenariat au bon fonctionnement de nos installations aéroportières dans l'intérêt des usagers de nos plateformes. L'association Benkan de Niamakoro-Kourani vient de recevoir le Grand Grain du Mali. Cet espace d'échange citoyen invite à débattre les problèmes qui existent dans les quartiers. L'entrepreneuriat féminin est le thème débattu pour l'occasion. Mariam Koulibaly. C'est dans un esprit de rassemblement que les femmes leaders de l'association Benkan de Niamakoro-Kourani reçoivent le Grand Grain. La rencontre qui a regroupé l'ensemble des forces vives du quartier s'est déroulée autour de l'entrepreneuriat féminin. Le grain s'inscrit dans cette dynamique de recherche de solutions durables pour notre pays. C'est un espace d'échange citoyen qui promeut la promotion de la citoyenneté en milieu jeune mais aussi en milieu femme. L'espace meublé par des thés et discussions a permis aux participants à la rencontre d'aborder plusieurs questions en plus des difficultés liées à l'entrepreneuriat féminin. En tant que femme entrepreneur, j'invite d'abord les jeunes, les dames, à ne pas rester à la maison, de ne pas seulement se focaliser sur l'État, sur la fonction publique. Ils peuvent faire d'autres. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le domaine mais qui ne connaissent pas réellement les tenants et les aboutissants du domaine. Les femmes ont d'abord besoin de formation avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. En guise de solution des préoccupations évoquées au cours des échanges, le président du Grand Grain s'est engagé à octroyer une formation sur les règles de l'entrepreneuriat aux femmes de l'association Benkan. Un mot de sport. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, est le premier pays